Hop. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, normalement, on est bon. Ok. Bonjour. Donc, on se retrouve pour la septième séance de statique. Donc, on a fait. Je vérifie juste un petit truc, une petite seconde. Hop. Ok, c'est bon. Alors, bonjour. Donc, on se retrouve pour cette septième séance de statique, du coup, où on va regarder on va approfondir un petit peu ce qu'on a vu lors des trois dernières séances. On va profiter de cette séance pour faire un cas d'application, vous allez voir. Et puis on va simplement introduire juste un nouveau concept, une nouvelle forme de chargement extérieur qui s'appelle une force distribuée. Et le cours est volontairement on va dire qu'il y a très peu de nouvelles notions aujourd'hui pour pouvoir bien approfondir ce qu'on a déjà vu jusque-là. Donc ça va être une séance un petit peu d'application, une séance on va dire de révision entre guillemets. Donc vous allez voir, on va faire un cas d'étude un petit peu de A à Z en faisant toutes les réactions, on va dire une grande partie des moments fléchissants, des efforts tranchants qu'on peut calculer dans une structure, dans un système. Et voilà ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Donc je commence comme d'habitude avec des petits rappels sur ce qu'on a vu les dernières fois. Bonjour. Donc le résumé un peu de cette séquence, oui. Je voulais vous dire aussi que à l'issue de cette séance, donc cours plus TD, vous allez recevoir le lien du nouveau questionnaire, donc du questionnaire de la séquence 2. Donc pareil que pour la dernière fois, hein, pareil que pour le premier questionnaire, il y aura deux exercices à faire, donc j'ai compté que vous en auriez maximum pour 40 minutes, probablement moins je pense. Donc voilà, il y a deux exercices pour ce questionnaire, vous aurez une semaine pour le remplir comme la dernière fois. N'oubliez pas de mettre vos adresses mail en Paris-Malaquais. C'est comme il y avait affiché avant, la paris-malaquais.archi.fr quand vous mettrez votre adresse mail dans le questionnaire, voilà. Sinon, il y a des petits bugs, bon, rien de grave, mais voilà. Donc, ce qu'on avait un petit peu vu pour les dernières fois, c'était ces concepts de réaction et de sollicitation qu'on pouvait calculer grâce au principe des travaux virtuels. Donc, on va revenir dessus. Hein, ce qu'on avait vu un petit peu, c'est ce schéma récapitulatif de ce qui, entre guillemets, peut casser dans une structure. Donc, vous avez en gros deux possibilités de rupture dans une structure. Vous avez la possibilité qu'on voit en haut, qui est le fait que les appuis ne résistent pas à une trop forte pression des charges extérieures. Donc vous imaginez une charge F qui est de plus en plus grande, on va dire, et au bout d'un moment, l'un des deux appuis va rompre parce que, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas assez solide pour reprendre les charges extérieures. Cette capacité des appuis à reprendre une charge de cette manière et à pouvoir rester stable sous une charge donnée, comme on va dire, c'est simulé, cet effet est rendu compte par l'existence des réactions. Les réactions, ce sont des forces, du coup, qui s'appliquent au niveau des appuis, et qui sont caractérisées par chacune des liaisons cinématiques externes que forment les appuis. Si, à l'inverse, vous avez une rupture, on va dire, au milieu de la poutre, ou à un endroit donné de la poutre, sous un ensemble de charges extérieures trop importantes, là, ça va être un défaut de l'élément lui-même, de la poutre elle-même, qui n'a pas, par exemple, ce qu'on appelle une section assez grande, c'est-à-dire quand vous coupez la poutre, comme ça, dans le sens perpendiculaire à sa direction, et que vous regardez sa section, du coup, donc une forme très souvent rectangulaire, comme ça, et bien cette section n'est probablement pas assez importante pour reprendre l'ensemble des charges extérieures si vous avez une rupture de ce type-là. Donc, ce qui caractérise ce type de rupture, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle les sollicitations. Donc c'est les efforts internes qui agissent dans la poutre, en chacun des points de la poutre, et c'est en quelque sorte l'effort de chaque petit morceau de poutre pour retenir chacun de ses voisins. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que la poutre peut être vue comme une sorte d'ensemble de petits éléments découpés en tranches comme ça, qui vont chacun retenir de part et d'autre l'ensemble des charges extérieures que leurs voisins
lui transmettre, et qu'elle doit à son tour transmettre au voisin, etc. Et ce, de manière continue sur toute la poutre. Donc chaque élément de la poutre, en quelque sorte, doit récupérer et renvoyer de l'autre côté une charge, un moment, donc soit un effort tranchant, soit un effort normal, soit un moment fléchissant, ou tout à la fois même, hein, une combinaison de ces trois efforts internes. Mais en tout cas, voilà, chaque morceau de la poutre est sollicité, en tout cas, et c'est ce qui fait que parfois, si la section de la poutre n'est pas assez importante, et que les sollicitations deviennent trop importantes, et bien vous pouvez avoir des ruptures un petit peu comme ça. Donc ces deux cas de rupture nous permettent de caractériser, de définir en quelque sorte les réactions et les sollicitations. À chaque fois, les réactions et les sollicitations, on les calcule de la même manière, comme on avait vu, avec le principe des travaux virtuels. Donc, alors, petit récapitulatif des réactions, hein, ça vous connaissez bien, hein, vous commencez à bien être familier avec ça, donc chaque liaison cinématique externe a son propre lot de réactions, on va dire. À chaque fois que vous avez un appui externe que vous voyez dans une structure, vous saurez immédiatement le nombre de réactions qu'il faudra calculer, le nombre maximum de réactions à calculer. Si par exemple vous avez une structure avec quelque part un encastrement, vous savez immédiatement qu'il faut calculer une réaction horizontale, une réaction verticale et une réaction de moment au niveau de l'encastrement. Donc cette slide elle montre un peu en résumé finalement que chaque réaction est complètement définie par la liaison cinématique et inversement, hein, et que si c'est ça, et que chaque degré de blocage des liaisons cinématiques correspondent à des réactions en fait. Là, l'appui simple, le seul degré de blocage, c'est la translation verticale ici dans ce cas-là, et la seule réaction qui correspond à ce degré de blocage, c'est cette réaction verticale qu'on peut calculer. Pareil pour la pivot, on a 2 degrés de blocage, les 2 translations, et ce qui correspond en termes de réaction à ces 2 degrés de blocage, c'est les réactions horizontales et les réactions verticales. Vous m'interrompez s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair, s'il y a quelque chose sur lequel vous hésitez encore, vous profitez bien de cette séance parce que elle est un petit peu là pour ça, elle est là pour, on va dire, pour lever les derniers doutes qui restent un petit peu sur ces questions-là, sur les questions des réactions et des efforts internes. La méthode pour calculer les réactions, comme je vous disais, c'est en appliquant le principe des travaux virtuels. On peut appliquer le principe des travaux virtuels uniquement sur des mécanismes hypostatiques à 1 degré de liberté. Donc l'astuce, en quelque sorte, ça va être de retirer le degré de blocage qui est imposé par la réaction qu'on cherche à calculer. Vous voyez, par exemple, si je dois calculer la réaction RVB, je vais laisser libre le degré de blocage qui correspond à cette réaction. Donc c'est-à-dire que je vais remplacer ce degré de blocage en translation verticale par un degré de liberté du coup en translation verticale, et cette liaison équivalente qui fait tout ça en laissant libre ce degré de liberté verticale, c'est une liaison appui simple par exemple qui est orientée, donc qui a son orientation horizontale. Donc ça on va le voir aussi, hein, mais le principe des travaux virtuels, retenez bien que ça s'applique uniquement sur des mécanismes hypostatiques à 1 degré de liberté. Donc dans un premier temps, on vérifie que la structure elle est bien isostatique. Sinon, quand on retire 1 degré de blocage, on n'a pas un mécanisme hypostatique à 1 degré de liberté. Donc on ne pourra pas appliquer le principe des travaux virtuels. Donc il faut bien faire toutes ces étapes dans cet ordre-là, et puis à la fin, vous appliquez le principe des travaux virtuels de manière automatique, quel que soit le mouvement virtuel que vous décidez de donner à votre structure, hein, ça va donner exactement la même chose. Donc là, c'est un petit récapitulatif pour chaque liaison, hein, je vous avais déjà montré ça la dernière fois, mais c'est un peu on va dire, c'est le nerf de la guerre, c'est un peu ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il est capital de bien maîtriser, hein. Sur un appui simple, pour calculer un appui simple, il faut remplacer l'appui simple par rien du tout, du coup, et puis rajouter cette réaction qui permettra, dans le principe, en appliquant le principe des travaux virtuels après, de calculer sa valeur en fonction des efforts extérieurs. On va faire des exemples après hein, pour bien appliquer tout ça, mais normalement ça, on l'a vu il y a 2 séances. Donc, pour la pivot, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, on a 2 réactions à calculer. On a une réaction horizontale, une réaction verticale.
Pour calculer la réaction verticale, on laisse libre le déplacement vertical, et pour calculer la réaction horizontale, on libère ce déplacement horizontal qu'on vient du coup contrer avec une force, une réaction ici, RHB par exemple. Ensuite, la glissière, c'est un cas de figure qui est plutôt rare, mais voilà, par souci d'exhaustivité, on va aussi en parler un petit peu. Donc la glissière, on a 2 degrés de blocage, donc on a 2 réactions à calculer. On a 1 degré de blocage en rotation, donc qui permet du coup, quand il est libéré, d'être remplacé par un appui simple et de calculer du coup cette réaction en moment au niveau de la glissière. Et puis on a 1 degré de blocage en translation ici verticale, qui est donc libéré par une liaison double glissière. Bon, ça, il y aura, en tout cas dans les applications qu'on fera dans le cours de statique là cette année, il n'y aura pas ce cas-là qui apparaîtra. Pour un encastrement, par contre, ça c'est assez fréquent comme cas de figure, hein. On a une liaison encastrement en un point D ici, donc on a 3 degrés de blocage pour une liaison encastrement, et donc les 3 réactions correspondantes à calculer. Et à chaque fois, vous voyez, on libère le degré de blocage correspondant à la réaction à calculer. Ici, on libère la rotation, ce qui nous donne une liaison pivot. On a bien les 2 degrés de blocage en translation et la libération du mouvement de rotation. Ici, on remplace la liaison encastrement par une liaison glissière verticale pour calculer cette réaction verticale, et ici, par une liaison glissière horizontale pour permettre le mouvement horizontal et calculer la réaction horizontale du coup. Alors maintenant, donc les réactions, ça on l'avait vu il y a 2 séances. La dernière séance, on avait vu comment calculer les sollicitations, donc ce qu'on appelle les efforts internes, qui sont des sollicitations. On a plusieurs types d'efforts internes dans une poutre, dans ce qu'on a défini comme étant une poutre en une dimension, une poutre 1D. On a ce qu'on appelle l'effort normal, l'effort tranchant, et le moment fléchissant. Alors on va revenir dessus après, mais la méthode de calcul, finalement, elle est exactement la même. Alors, juste un petit instant. Hop. Ok. La méthode de calcul des sollicitations, elle est exactement la même. On vérifie dans un premier temps que la structure, elle est isostatique. Comme ça nous permet après de supprimer le degré de blocage qui correspond à l'effort interne qu'on a envie de calculer. Si par exemple on veut calculer un effort interne, un effort tranchant, eh bien on rajoute une liaison glissière qui permet ce mouvement de translation perpendiculaire entre les 2 morceaux de poutre qu'on vient de séparer, et on a alors forcément un mécanisme hypostatique à 1 degré de liberté. Si vous faites le bilan des degrés de liberté, degrés de blocage, et que vous faites l'étude avec les centres de rotation, on trouve bien un mécanisme hypostatique, et la valeur de 3p moins i moins e nous donnant 1, on a un seul degré de liberté, on va dire un seul paramètre qui permet de décrire tout le mouvement. Et souvent on utilise ce paramètre alpha, ou alors on peut utiliser un paramètre de déplacement, t par exemple, et c'est ce paramètre en fait qui est amené à être supprimé après quand on applique le principe des travaux virtuels dans un dernier temps, où on dit que la somme des travaux de chacune des forces va être égale à 0, quelle que soit la valeur de ce paramètre, donc soit de déplacement, soit d'angle, paramètre alpha. En appliquant le principe des travaux virtuels, on trouve les valeurs de ces réactions, de ces efforts internes, N, V ou M, qui dépendent en fait à chaque fois des efforts extérieurs. À chaque fois que vous avez une structure, si vous y appliquez des efforts extérieurs, là il y a des réactions et il y a des sollicitations qui vont apparaître. Si vous avez une structure mais qu'il n'y a aucun effort extérieur qui s'applique dessus, eh bien, aucun moyen d'avoir, il y a absolument 0 réaction et 0 sollicitation dans les poutres. C'est simplement l'ajout de ces efforts extérieurs et la modification de ces efforts extérieurs qui fait que les efforts internes et les réactions sont calculables et modifiables du coup. Donc le récapitulatif ici des sollicitations, hein. Donc ce que je vous ai dit, hein, c'est qu'on a des sollicitations uniquement quand il y a des efforts externes, ça c'est pareil pour les réactions. Les sollicitations, elles sont définies par 3 efforts internes qui sont possibles dans une poutre en une dimension. Alors notez que si on travaille par exemple en 3 dimensions, on peut estimer les efforts internes d'éléments qui sont équivalents à la poutre qu'on utilise depuis le début du cours, mais qui sont en 2 dimensions et qui s'appellent des coques par exemple.
Donc dans une coque, vous avez plusieurs efforts internes, des efforts internes en plus de ceux qui sont présentés ici, qui apparaissent sous l'effet de charge extérieure. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les sollicitations, elles sont non seulement elles sont, on va dire, définies par les efforts internes qu'on peut trouver dans la géométrie, dans la définition d'un élément. Si on a une poutre 1D, on aura 3 efforts internes. Si on a une coque en 2D, on aura un peu plus d'efforts internes, et etc., etc. Si vous avez un élément volumique, vous avez 6 possibilités d'efforts internes, etc. Donc, ces efforts internes, pour une poutre 1D, puisqu'on ne fait que des poutres en une dimension dans ce cours, on est capable de les calculer en n'importe quel point de cette poutre. On a 3 types d'efforts internes qui s'appellent toujours pareil, hein, l'effort normal qui est toujours dirigé dans le sens de la poutre, et qui, pris positivement, est dirigé vers l'intérieur de la poutre. L'effort tranchant V, qui est donc l'effort qui intervient perpendiculairement à la poutre. Donc si vous avez un effort par exemple qui s'applique sur la droite, et bien la poutre à gauche va devoir récupérer cet effort depuis son voisin et le transmettre à son tour à son voisin, etc. C'est ce que signifie l'effort tranchant. Ce raisonnement, on peut faire le raisonnement des voisins qui transmettent des efforts, on peut les faire pour n'importe quel type d'effort interne. Hein. Si vous imaginez un effort normal d'un petit tronçon de poutre qui s'applique d'un effort externe vers un petit tronçon de poutre, qui transmet à son tour cet effort normal à son voisin, etc., et ce de manière infinie sur tout l'ensemble de la poutre, sur chacune des mini-tranches de la poutre, c'est aussi possible de s'imaginer ça. Et pareil pour le moment fléchissant. Pour calculer un moment fléchissant, on fait une coupure de la même façon au milieu d'une poutre, ou enfin en un point d'une poutre, on fait une coupure, ça la sépare en 2 poutres, et on rassemble ces 2 poutres par une liaison rotule, et pour contrer le mouvement rendu possible de la liaison rotule, on remplace ça, on rajoute du coup le moment fléchissant dans ce sens-là, dans cette convention-là. On va faire des exemples là-dessus. On va faire des exemples sur les forces et travaux. On va profiter aussi de cette séance, donc non seulement du cours, mais aussi du TD, pour faire des exemples de calcul d'efforts internes. Et puis voilà, c'est principalement ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter aussi une notion un peu nouvelle du coup, qui sont les forces distribuées. Donc voyez, donc on va simplement aujourd'hui, dans cette séance un peu d'application, dans cette séance d'approfondissement, on va simplement présenter ce qu'est une force distribuée, et puis faire quelques applications qui seront... qui sont quand même des applications assez complètes, quoi. On va calculer toutes les réactions d'un système, on va calculer plusieurs moments fléchissants, plusieurs efforts tranchants, et ça va permettre de faire un peu le tour de ce qu'on sait faire jusque-là. Donc, s'il n'y a pas de questions sur ce que je vous ai montré avant, là, sur le résumé de cette séquence, je continue sur la présentation de la force distribuée. Donc, le concept de force distribuée, c'est, on va dire, une nouvelle façon de présenter des charges extérieures. Donc jusque-là, en termes de charges extérieures, on avait uniquement des forces qu'on appelle des forces ponctuelles. Donc on s'imagine ici par exemple, je sais pas, une main qui arrive comme ça perpendiculairement à la poutre et qui appuie en un seul point de la poutre au niveau du milieu de la poutre ici, isostatique. Et voilà, c'est un peu le seul type de force qu'on a vu jusque-là qui pouvait s'appliquer en termes d'efforts externes. Alors le truc, c'est que dans le monde du bâtiment, dans le monde de la construction, la plupart des efforts ne se modélisent pas de cette façon. La plupart des efforts, en fait, sont des efforts distribués, c'est-à-dire plus des pressions que des forces ponctuelles. Donc on va introduire ces nouveaux types d'efforts externes, mais cette problématique, on peut s'en convaincre donc en regardant par exemple quelque chose d'assez simple, hein. On regarde juste un portique, et puis on se dit que sur ce portique, au lieu d'y appliquer juste une petite charge, juste y appliquer un effort ponctuel comme ça, de manière en un seul endroit de la poutre, on va se dire qu'on y pose dessus un mur entier qui a un certain poids, qui a une certaine masse, et donc qui va peser sur ce portique, et qui n'aura pas le même effet finalement que
d'appuyer en un seul point. Alors globalement, la masse de ce mur qui est sur le portique, qui est de longueur L, donc le mur est de longueur L. La masse de ce mur, elle a un certain point qui peut être modélisé par une seule force, mais ici on sent bien que ça va être différent quand même d'appliquer une seule force équivalente au poids au milieu du portique. Il va y avoir une différence entre appliquer cette force uniquement ou appliquer une sorte on va voir un petit peu comment caractériser ça, mais une sorte de multiplicité de petites forces sur chacun des petits éléments de surface du portique, chacun des petits éléments de longueur du portique. Donc il y a on sent qu'il va pas y avoir, on sent qu'il n'y aura pas le même effet en fait entre appliquer cette charge de manière très ponctuelle, donc au milieu de la poutre, et c'est un peu tout le milieu de la poutre qui va se prendre toute la charge d'un coup, ou alors répartir cette force en plusieurs petites forces sur l'ensemble de la longueur du portique ici. Et on peut se dire que cette deuxième solution ressemble plus à quelque chose de vrai. Ici, on a moins quelque chose de complètement local. On rend plus compte d'une sorte de réalité, d'une certaine réalité de ce mur qui s'applique sur ce portique. On a ici une meilleure modélisation, on appelle ça. Donc, ces petites forces qu'on appelle, qu'on va définir comme étant des petites forces de valeur DF, D ça veut dire très petit du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement regarder comment caractériser, comment passer de ça à ça finalement. Comment caractériser cet ensemble de petites forces et comment on va le définir en pratique par la suite. Donc chacune de ces petites forces DF s'applique sur un petit élément de longueur DL, et ce qu'on dit en fait c'est qu'on va simplement s'introduire un nouveau paramètre, ce qu'on appelle une pression du coup, qu'on va appeler Q, et qui va être en newton par mètre. Je vous rappelle qu'une force, elle est en newton, une longueur c'est en mètres, et du coup ça marche bien, on a bien une pression qui est en newton par mètre. Et donc cette pression on la définit en chacun des points, donc sur toute la longueur d'application de cette charge distribuée du coup. Alors ce que je peux vous montrer peut-être, on fera ça après, mais chacun des petits efforts DF qu'on a définis juste avant, ça va être égal, on va définir Q comme ça, hein, ça va être égal à Q fois la longueur des petits éléments sur lesquels s'applique DF. Chacune des petites charges DF ici, chacune des petites flèches qu'on peut assimiler à DF, hein, si on zoome infiniment et qu'on définit les petites charges comme étant DF, elles s'appliquent chacune sur un petit élément de longueur qui a une longueur DL, et donc ce qu'on peut écrire c'est définir Q de cette façon, définir Q tel que la petite force DF va être égale à Q fois la petite longueur DL. Et donc Q va avoir une certaine valeur qui ne va pas être microscopique. En définissant cette nouvelle valeur Q, ça permet de faire en quelque sorte la somme de toutes ces petites forces DF. Quand on regarde toutes ces petites forces ici DF qui s'appliquent sur chaque petit élément de longueur DL, si on fait la somme de tous ces éléments, eh bien on écrit simplement, alors c'est de manière un peu mathématique, mais ça veut rien dire de plus que faire la somme de toutes les petites forces DF, et donc le poids total, ce qu'on avait vu avant comme étant le poids total du mur, va être égal à la somme de toutes ces petites forces qu'on a vues juste avant. Et donc, comme ces petites forces, on les a écrites étant égales à Q fois dl, on remplace simplement à l'intérieur de la somme par ce membre Q fois dl, et on peut, quand on fait une somme avec le même élément à chaque fois, Q est constant pour tous les petits éléments de longueur dl, on peut sortir le Q de la somme, et du coup, on a simplement Q fois la somme des petits éléments de longueur. Et la somme des petits éléments de longueur, c'est rien de plus que la longueur totale. Quand on additionne tous ces petits éléments de longueur sur lesquels s'applique chacune des petites forces DF, on somme toutes ces petites longueurs, et la somme de toutes ces petites longueurs nous donne évidemment la longueur totale. Donc ce raisonnement, on va le refaire juste après, mais on va en tirer simplement que la définition
d'une charge distribuée, finalement, on peut la définir simplement comme étant une charge... on va pas... comment dire, on va pas indiquer en fait la valeur des petites forces df sur chacun des petits éléments. On va faire ça de manière plus simple en mettant une valeur, une grandeur qui on va dire n'est pas microscopique et qui va être égale à q du coup. Et donc on va indiquer q de cette manière, q qui je vous rappelle est en newton par mètre. Et donc qui s'applique sur une longueur entière ici de notre poutre d'une structure. Donc à la différence d'avant, où on avait défini uniquement des charges ponctuelles qui étaient en newton, qui étaient des forces, à présent on définit comme étant un nouveau type d'effort extérieur, cette charge distribuée Q, qui se mesure en newton par mètre, par élément de longueur, et donc qui s'applique sur toute une longueur. Ici on n'a pas, attention à ne pas faire la confusion, hein, c'est simplement une représentation, mais ici on n'a pas une force Q ici, une force, donc on n'a pas 5 forces Q. On a une charge Q qui s'étend sur toute cette longueur ici, et qui va être égale à l'amplitude qu'on lui a donnée, donc Q qui va être en newton par mètre. Ce qu'on peut se demander, c'est quand on va appliquer le principe des travaux virtuels, il faut bien lui trouver une valeur de travail. Donc il faut trouver une sorte de méthode un peu systématique qui va nous permettre de calculer le travail d'une charge Q, d'une charge distribuée, d'une force distribuée extérieure dans un déplacement virtuel du coup. Donc on va simplement faire un raisonnement un peu similaire à ce qu'on vient de faire avec les petites forces, hein, mais on va l'appliquer après de manière systématique, enfin on va appliquer le résultat, la conclusion de ce raisonnement de manière systématique, sans plus se soucier des petits éléments df à chaque fois. Donc en gros on va faire le raisonnement une fois pour toutes, et puis après on sera tranquille. Ce que je fais pour déterminer la valeur d'un travail quelconque de cette charge dans un déplacement quelconque, j'enlève simplement l'appui simple que j'ai à gauche là, et comme ça permet de faire un petit mouvement comme ça, un mouvement de rotation autour de la liaison pivot. Et comme ça je vais me dire, allez, on va calculer le travail de cette charge distribuée Q dans ce déplacement, ici, dans ce déplacement de rotation. Ce qu'on fait, c'est que, donc comme je vous ai dit, hein, on va passer par la définition de Q, donc par les petites forces, par les petits éléments de force df qu'on a définis juste avant, comme étant Q fois dl. Donc on représente un petit peu ces éléments df. Il y a toujours une problématique de représentation parce que ces forces df en fait elles sont infiniment petites, mais comme elles s'appliquent sur des éléments qui eux-mêmes sont infiniment petits, sur des éléments de longueur dl, et bien ça fait une somme d'infini qui devient du coup une force globale F qui, elle, est une force finie. Donc il y a quelque chose d'assez contradictoire dans le fait d'additionner des valeurs qui sont microscopiques et d'avoir à la fin quelque chose une valeur qui est bel et bien finie et qui est bien tangible, quoi. Donc chacune de ces petites forces df, elle est infiniment petite, infiniment minuscule, mais comme elle s'applique sur chacun des petits éléments dl qui sont également minuscules et infiniment petits, et ben ça marche bien. Alors, ce qu'on fait ici, en fait, c'est ceux qui ont fait un peu de maths, on essaie de faire ça de manière un petit peu avec les mains, de manière géométrique ou de manière un peu intuitive, mais ceux qui ont fait option maths en terminale, en première terminale, ils savent qu'on parle ici d'intégration, du coup. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a chacun de ces petits éléments df, on a défini Q comme étant la valeur telle que df fois Q, et df égale à Q fois dl, avec dl la longueur d'un petit élément. Ici c'est pareil, il n'y a pas que 5 petites forces df, il y en a en réalité une infinité, mais par souci de représentation, on en représente qu'un certain nombre, mais s'il fallait les représenter toutes, il faudrait faire une infinité de flèches qui sont elles-mêmes infiniment petites. On calcule la petite quantité de travail qui est développée par chacune de ces petites forces df, et attention parce que cette quantité de travail, elle est différente. Ici, ce df qu'on voit, qui est tout à gauche, il travaille dans un déplacement qui est égal à d1. Et le df qui est tout à droite, lui, il travaille dans un déplacement qui est égal, qu'on
qu'on a indiqué comme il y a la DI, qui est un certain déplacement, mais qui n'est pas le même du coup que D1. Et il y a une différence entre ces deux déplacements qu'il faudra bien faire attention à prendre en compte dans la suite. Donc, ce travail, c'est égal à ce qu'on fait comme d'habitude depuis 3 séances, hein, c'est toujours la force par le déplacement, avec la force, on va dire la force qui travaille dans le déplacement, hein, donc la force qui est dirigée ici vers le bas, forcément, donc on y met toute la force, hein, on y met df fois di, avec di comme étant le déplacement qui est au niveau de df. Donc si par exemple je prends le df qui est au milieu, je prendrai un déplacement qui est ici, qui est indiqué ici, juste à côté de D2, quoi. Pareil, hein, comme je fais une sorte de zoom microscopique sur chacun des petits éléments, ici j'ai représenté que 5 déplacements un petit peu caractéristiques de toute cette zone, mais s'il fallait faire bien la représentation, il faudrait représenter l'infinité des petits déplacements qui sont présents ici du bout de la poule jusqu'à ce niveau-là, quoi. Donc la petite quantité de travail, c'est celle-là. Maintenant, ce qu'on va faire simplement, c'est additionner cette petite quantité de travail, comme on l'a fait avant. Et en additionnant cette petite quantité de travail, on retombe en fait sur la formule, du coup, on remplace df par q fois dl. On peut, de la même façon qu'avant, sortir le q de la somme. C'est comme quand vous factorisez par un dénominateur commun qui a toujours la même valeur, q a toujours une valeur constante. Donc on peut le sortir de cette somme, et on se retrouve avec quelque chose comme ça, qui est une somme de petits éléments de longueur par, à chaque fois, une longueur, mais qui est différente à chaque fois. Et en fait, cette somme un peu particulière, c'est exactement l'aire de ce trapèze qu'on voit ici, là, en vert. Donc, pour vous en convaincre, je vais simplement faire un petit schéma, mais on va regarder ça. On va pas y passer trop de temps non plus, mais l'idée c'est que ce parallélogramme, ce trapèze, je peux le séparer en plein de petites bandes comme ça. Plein de petites bandes qui ont chacune une certaine aire, et les aires de chacune de ces bandes ici, ça va être égal à chaque fois les longueurs dl fois la hauteur, donc hauteur fois largeur, hein, ça donne l'aire du petit élément de bande qui est ici, fois la longueur ici, qui est donc le déplacement qu'on avait indiqué à chaque fois, hein, qui correspond du coup au déplacement de chacun des petits éléments de longueur ici. Et donc si je fais à chaque fois la somme de toutes ces aires, et bien j'obtiens l'aire totale qui est en vert ici. Donc ce que j'ai fait encore une fois, c'est ce qu'on appelle une intégration, mais ce qu'on va retenir, on retient simplement le résultat, la conclusion de tout ça. On va pas refaire ce raisonnement à chaque fois, parce que de toute façon on a toujours des charges distribuées qui vont être constantes, hein. Il faudrait refaire ce raisonnement si on avait des charges distribuées qui n'étaient pas constantes, qui seraient par exemple sous forme triangulaire. Si on avait un Q qui varie au fur et à mesure de la longueur de la poutre par exemple, là il faudrait repasser par des petits éléments de force et ce qu'on appelle refaire toute cette intégration, etc. Donc ici, on retient simplement la conclusion, c'est que pour une force distribuée, qui a une amplitude Q en newton par mètre, hein, je vous rappelle, le travail de cette force distribuée dans un mouvement, il se calcule simplement comme étant l'aire entre on va dire la poutre initiale et la poutre de déplacement, en fait, la poutre du déplacement virtuel. À chaque fois, on dessine l'aire qu'il y a sous la courbe, ce qu'il y a entre cette poutre initiale et la poutre du déplacement. On va voir des exemples de toute façon, hein, pour mettre ça en application, mais en dessinant après ce trapèze, ou des fois ce sera simplement un triangle, mais en calculant l'aire de ce trapèze ou de ce triangle, on va trouver du coup directement, le multipliant par la charge Q, le travail total de cette force distribuée dans ce mouvement. Donc on va mettre ça en application sur un exemple. On va regarder un petit peu sur cette structure comment ça va marcher. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions là-dessus.
sur tout le raisonnement là, si vous avez... s'il y a quelque chose qui vous a échappé, n'hésitez pas. Donc, on va mettre en application cette conclusion, hein, ce calcul du travail pour une charge distribuée, dans cet exemple, donc avec une poutre... alors la différence entre L et DL, ouais. La différence entre L et DL, c'est qu'en fait, DL, ça va être des petits éléments de longueur, et L, ça va être la longueur totale. Donc ce qu'on avait vu, je pense que c'est sur le portique ici, la somme de tous les petits éléments de longueur va donner à la fin la longueur L totale. Si on somme tous les petits éléments de longueur sur lesquels on applique chacune de nos petites forces dF, et bien on va avoir la longueur totale. Et de la même manière, si on somme tous nos petits éléments de longueur en les multipliant par les éléments de, on va dire, de hauteur, qui à chaque fois sont différents, à chaque fois sont de plus en plus petits, plus on se rapproche du centre de rotation, là. Si on fait cette somme ici de multiplication en multipliant, la somme de toutes ces petites, tous ces petits, comment dire, de tous ces petits rectangles, en fait, va nous donner, si on somme ça de manière infinie, comme on le fait ici, va nous donner l'air total qui est entre la poutre initiale et la poutre qui a subi le mouvement, du coup. Et c'est comme ça qu'on trouve cette formule qu'on va appliquer à la fin. Ce raisonnement, c'est quand même intéressant de le comprendre dans le sens où on comprend vraiment d'où vient ce concept de charge distribuée Q, et si on a affaire à des charges distribuées Q qui sont un peu différentes de ce à quoi on est habitué, on peut se ramener par sécurité à cette définition qui permet après de retrouver des résultats intéressants. Bon, ce qu'on retient en tout cas dans ce cours-là, c'est simplement la formule du travail finalement, d'une charge distribuée dans un mouvement qui va être égale à la charge fois l'air qui est indiqué ici, qui est en vis-à-vis de la charge. Donc on a pas mal de temps pour faire cette application, c'est bien, on va pouvoir calculer ici toutes les réactions les unes après les autres, donc la réaction en A, la réaction en B, la réaction en C et la réaction en D. On va voir comment la charge distribuée elle va faire varier, les réactions, elle va impliquer ce que va impliquer cette charge distribuée sur le calcul des réactions. Ce que vous pouvez faire, c'est que n'hésitez pas en même temps à sortir une feuille, un crayon et à faire cette application en même temps que moi. C'est alors un petit conseil, mais c'est une application qui a des possibilités parfois de ressembler fortement au quiz que vous aurez à faire pour la semaine. Donc n'hésitez pas à le faire en même temps que moi et à bien comprendre et à bien poser les questions au fur et à mesure s'il y a des questions qui vous viennent sur ce cas-là, parce que c'est un cas assez qui englobe un petit peu toutes les possibilités, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Je vous le laisse ici quelques instants. Et voilà, alors je vais simplement vous le mettre ici. Voilà, c'est le même. Hop là, ok. Donc on a une structure de cette manière ici. Donc on a une structure qui est découpée en 8 tronçons. On va mettre une longueur L, et à chaque fois on a 8 tronçons de longueur L, et découpés comme suit, donc avec des liaisons externes, des liaisons internes, et puis 3 poutres. Donc on va faire l'analyse un petit peu de A à Z de cette structure, et on va calculer, là vous voyez j'ai indiqué le point P, on va calculer on va dire un moment fléchissant, ouais c'est ça, on va calculer un moment fléchissant au point P. Donc on va simplement l'appeler MP, hop. Un moment fléchissant au point P. On va calculer aussi un effort tranchant au point P. Et puis on va calculer chacune des réactions de cette structure. Donc on va identifier les réactions, hein, mais là on a une réaction verticale en A, qu'on va appeler RVA. On a ici deux possibilités de réaction, une réaction verticale en B, et on va voir en fait que, je vais pas l'indiquer, mais la réaction horizontale de cette liaison pivot
va être égal à 0, puisque on voit tout de suite qu'il n'y a aucune charge qui s'applique, aucune charge extérieure qui s'applique dans la direction horizontale. Donc forcément, si on fait un travail virtuel, on va avoir un travail virtuel qui va être nul pour toutes les charges extérieures dans un mouvement virtuel de déplacement horizontal au niveau de B. Donc je représente pas cette charge, cette réaction horizontale en B. On a une réaction verticale en C à calculer et une réaction verticale en D. Donc ça, c'est toutes les réactions qu'on va calculer dans ce cas-là, en plus du coup des moments fléchissants et efforts tranchants au niveau du point P, ici, qui est au milieu du dernier tronçon ici. Donc je vous laisse encore quelques petits moments en même temps que vous puissiez refaire cette structure chez vous. On va faire l'analyse cinématique du système. Hein. L'analyse cinématique va être la suivante. Du coup, on a le nombre de poutres 3. Alors je vais simplement check. Est-ce que je peux faire ça? Je vais faire ça juste à côté ici. Hop. Le nombre de poutres qui est égal à 3. 3P moins I moins E qui va être égal à 3 fois 3 moins le nombre de degrés de blocage interne, donc ici une rotule, deux rotules, ce qui fait 4 degrés de blocage interne en tout. C'est quoi le P? Alors le P, c'est simplement un point qui est au milieu, ici, du dernier tronçon. Ça va être un point de la troisième poutre, du coup, de la poutre 3, au niveau duquel on va calculer l'effort tranchant et le moment fléchissant. Donc ici, je vais vous indiquer L sur 2, L sur 2. Je disais donc les efforts internes, on a 4 efforts internes en tout. Les efforts externes, on a un appui simple ici, une pivot ici, ça fait 3, 4 et 5. Donc ça fait bien un bilan égal à 0. Ensuite, on regarde les centres de rotation. Donc au niveau des centres de rotation, alors est-ce que... Ouais, si. Au niveau des centres de rotation, on va faire toutes les liaisons les unes après les autres. Allez, hein. On part donc sur cet appui simple où on a le centre de rotation de la liaison de la poutre 1, le centre de rotation absolu de la poutre 1 qui est quelque part sur cette droite verticale. On a le centre de rotation relatif entre 1 et 2 qui est placé au niveau de cette rotule. On continue sur les liaisons, donc on a directement, grâce à la liaison pivot, pourquoi il y a une coupure entre E et B? Alors, E et B, il n'y a pas de coupure. Alors, c'est une poutre continue entre E et B. Il y a simplement... En fait, j'indique... alors, si vous voulez, je pense que ce qui vous induit en erreur, ça doit être... En fait, ce qu'il y a au-dessus, là, c'est simplement des indications de longueur. Hein. Il n'y a pas de coupure ou quoi, c'est simplement une manière de montrer que à chaque fois, on a cette distance L qui se répète un peu sur toute la poutre. Ouais, c'est ça, c'est simplement une indication de distance, en fait. Vous n'avez pas forcément de coupure entre E et B, mais simplement, entre E et B, vous avez une longueur de 2 fois L. C'est simplement ça. C'est pour indiquer un petit peu cette longueur qui se répète sur toute la poutre, qui se répète 8 fois, du coup. Mais c'est simplement une définition du coup. Entre E et B, vous avez une longueur de L. Entre B et G, vous avez une longueur L. Entre G et C, pareil, longueur L, etc. etc. C'est bon. Ça, ce qu'il y a au-dessus là, c'est pas une poutre. Et L, c'est toujours la même valeur, effectivement. Voilà. La poutre, le système de poutres qu'on étudie, il est en dessous. Ici, c'est simplement des indications de longueur. Ça, c'est le centre de rotation absolu de la poutre 2, du coup, qui se situe au niveau du point B. Ensuite, on continue les liaisons les unes après les autres. Ici, au niveau du point G, on a le centre de rotation entre les deux poutres qui sont liées par la rotule, donc 2 et 3. Entre 2
et 3. Au niveau du point C, on a le centre de rotation absolu de la poutre 3 qui est quelque part sur la droite. Au niveau du point D, on a pareil le centre de rotation absolu qui est quelque part au niveau de la droite verticale. Et donc là, on a parcouru toutes les liaisons les unes après les autres. Alors maintenant, on va essayer de rassembler un petit peu toutes les infos qu'on a trouvées sur toutes les liaisons pour essayer de savoir si la structure est vraiment isostatique ou non. Voilà, alors ça, je vous l'ai pas dit, mais vous savez, hein, quand on trouve 3p-i-e égale à 0, on en déduit que c'est potentiellement isostatique. On va l'écrire quand même. Hop. Potentiellement isostatique, et quand on a du potentiellement isostatique, il faut ensuite vérifier avec les centres de rotation si la structure est stable ou non, si la structure peut géométriquement bouger. Pour regarder si la structure peut géométriquement bouger, on regarde du coup les centres de rotation les uns après les autres. Au niveau du point D, alors au niveau du point D, on a simplement la poutre 3. En fait, on n'a pas de poutre 4, donc impossible d'avoir un centre de rotation qui s'appelle C4 ici. Au niveau du point D, on a l'appui simple qui relie la poutre 3 et le plan fixe par un appui simple du coup. Donc ce que nous dit cet appui simple au niveau du point D, c'est que sur cette droite verticale, qui passe par D, on a quelque part sur cette droite le centre de rotation C3, qui est le centre de rotation absolu de la poutre 3. Si on avait une poutre 4, on pourrait essayer de trouver un centre de rotation de la poutre 4. Donc effectivement, comme tu dis, on n'a pas deux centres de rotation C3, mais on a deux droites sur lesquelles peuvent se trouver C3. Si on a deux droites sur lesquelles peuvent se trouver C3, alors C3 est forcément sur ces deux droites. Il y a l'intersection de ces deux droites. Et deux droites parallèles, leur intersection, elle se trouve à l'infini. Si on regarde, je vous rappelle ce qu'on avait fait à la deuxième séance, je crois, c'est qu'on avait regardé deux droites parallèles qui continuaient à l'infini, et en penchant notre plan, en penchant notre point de vue en quelque sorte, on voyait les deux droites parallèles se rejoindre à l'infini, en un point à l'infini dans une direction donnée. Donc ici on a C3, je vais le mettre indiqué en bleu, C3 à l'infini. C3 à l'infini, on le déduit de ces deux appuis simples, hein, en D et en C. Donc on a placé C3, on remarque qu'on a C2, C2,3 et C3, donc on peut regarder avec le théorème de Kennedy déjà, sur ces deux poutres, s'il y a quelque chose qui se passe. On a C2 et C2,3 qui définissent une droite, et on a le centre de rotation absolu C3 qui n'est pas sur cette droite, qui est à l'infini dans les directions verticales. Donc forcément, d'après le théorème de Kennedy, on a un non-alignement de C2, C2,3 et de C3, donc forcément C3, il est fixe, par rapport à C2. Donc il va être fixe puisqu'il est lié que par C2. Donc on n'a pas de mouvement, du coup, entre C2, C2,3 et C3. C3 n'existe pas, donc C2,3 devient C2, du coup, et C2 ne peut pas être à deux endroits en même temps, donc C2 n'existe pas non plus. Et ensuite, on n'a plus que la poutre 1. Donc la poutre 1, qu'est-ce qu'on a ici? On a C1,2 qui devient C1, puisque 2 ne bouge pas, donc C1,2 devient C1 par rapport à 0, donc le centre de rotation absolu C1. Donc C1 ne peut pas être en même temps sur cette droite et en un point, et donc C1 n'existe pas, et donc on a bien quelque chose de totalement stable, de totalement fixe. La notation C1,2 et C2,3 correspond... Alors ça, c'est des rappels de cinématique, hein, pour le coup, donc ce sont les centres de rotation de la poutre 1 par rapport à la poutre 2, et le centre de rotation de la poutre 2 par rapport à la poutre 3. Et c'est comme ça qu'on appelle, du coup, qu'on a appelé, pendant les séances de cinématique, qu'on a appelé le centre de rotation... Pardon, relatif, du coup, je vous ai dit absolu, mais c'est le centre de rotation relatif de la poutre 1 par rapport à la poutre 2, et le centre de rotation relatif de la poutre 2 par rapport à la poutre 3. Et on les note toujours comme ça, pour les centres de rotation relatifs. Donc, on a fini pour
la caractérisation cinématique. Donc on avait quelque chose de potentiellement isostatique, et là on est sûr que c'est isostatique. Ok, on va calculer la valeur de RVA. Donc pour calculer RVA, on va... On va faire le mouvement virtuel sur cette droite ici directement. Hop. Pour calculer RVA, il faut transformer l'appui... Pardon. Il faut transformer l'appui simple en A, comme on avait vu avant. Il faut libérer le mouvement qui est bloqué par la réaction RVA. Donc il faut libérer ce mouvement de translation verticale. Donc quand on a un appui simple, en fait, pour calculer la réaction au niveau d'un appui simple, on enlève simplement l'appui simple et on regarde ce qui se passe. Si on enlève l'appui simple, qu'est-ce qui va se passer? Là, on peut regarder ça de manière assez rapide. Si on enlève l'appui simple, on va avoir tout le reste de la structure qui va être exactement pareil. Donc le raisonnement qu'on vient de faire ne change pas. La seule chose qui va changer, c'est le centre de rotation de 1, qui cette fois ne sera plus obligé d'être sur la droite verticale, puisque on n'aura plus cet appui simple ici. Si on appuie l'appui simple, du coup, alors je vais simplement indiquer ici qu'on est sur le calcul de RVA. Tac. Si on appuie l'appui simple, on voit que la poutre 1 va pouvoir faire son mouvement de rotation, donc son centre de rotation C1 va pouvoir se situer au niveau du point E. Donc on va simplement faire le mouvement virtuel assez facilement de toute cette chose. On a simplement le seul mouvement possible de la poutre 1 qui va être de cette façon. Et tout le reste de la poutre va être complètement stable. Tout le reste de la poutre, ça va pas changer. Tout le raisonnement qu'on a fait avant sur le théorème de Kennedy reste exactement le même. Donc ici, je le représente quand même, mais toute cette partie de poutre reste totalement immobile et n'a aucun mouvement vertical quand on libère le degré de blocage de l'appui simple en A. On indique les déplacements qui nous intéressent, donc le déplacement forcément en A. On va le définir par rapport à un angle virtuel qu'on indique ici, qui va être égal à alpha, qu'on définit comme étant égal à alpha de toute façon. Et on regarde du coup, alors je vais le décaler un petit peu pour que ce soit bien clair. Hop, alpha c'est l'angle de rotation, et on indique du coup tous les déplacements qui vont être au niveau des forces pour lesquelles on va faire le principe des travaux virtuels. Donc on a RVA, on indique son déplacement ici, et on donne directement sa valeur, on va lui donner sa valeur directement ici. La valeur de ce déplacement ici, ça va être égal à l'angle alpha fois la longueur qu'on a là, entre le centre de rotation et le déplacement qu'on a envie de calculer, donc fois la longueur de L. Je vais l'indiquer au regard du déplacement, alpha fois 2L. On a un autre déplacement à calculer, c'est le déplacement vis-à-vis de cette force F qui va travailler dans ce mouvement. Donc j'indique simplement le déplacement ici, et ce déplacement va être égal à l'angle alpha toujours, fois la longueur entre le déplacement et le centre de rotation, donc la longueur L. Donc ici, alpha fois L. On remplace l'appui simple par rien. Exactement. C'est ce qu'on fait pour calculer la réaction au niveau d'un appui simple. On vire simplement l'appui simple, on remplace l'appui simple par une non-liaison, par rien du tout, puisque l'appui simple, le seul degré de blocage, c'est le degré de blocage qui correspond forcément à la réaction qu'on a envie de calculer. On a indiqué tous nos déplacements au niveau de toutes nos forces pour lesquelles on a envie de faire le travail virtuel. On va faire le calcul du travail virtuel juste à la droite ici. On va indiquer directement que on va appliquer directement le principe des travaux virtuels. On dit simplement que pour toutes les valeurs de alpha, on a le travail total, donc le travail de
toutes les forces de chacune des forces qui travaillent dans ce mouvement. On remarque que la charge Q ici, qui est l'autre force extérieure, hein, ne travaille pas dans ce mouvement. Il n'y a aucun mouvement ici. Si on faisait l'air de cette zone ici, entre la poutre de départ et la poutre d'arrivée, on aurait une aire nulle, puisqu'on n'a aucun déplacement. Donc on n'a aucun travail de cette charge extérieure Q dans ce mouvement du moins. Donc le travail total, ça va être égal à moins ce déplacement ici qui est vers le bas et la force RVA qui est vers le haut, donc on indique un signe moins. On met un signe moins, donc moins RVA fois le déplacement qui est devant RVA, qui est égal à alpha fois 2L. Hop, je vais dézoomer un peu. Et ensuite, on a la force F qui travaille dans ce mouvement, et qui est orientée dans le même sens que le déplacement alpha L, donc on indique un signe plus, F fois le déplacement, alpha fois L. Et d'après le principe des travaux virtuels, pour toute valeur de alpha, tout ça est égal à 0. Donc on met, je vais mettre ça après, mais on met, si vous voulez, alpha en facteur, moins, moins 2L RVA, et puis on a LF. Et ça, comme c'est égal à 0, on peut directement barrer le L et le alpha, et on a directement la valeur de RVA, qui, si on la passe de l'autre côté et qu'on divise par 2, ça nous donne F sur 2. Donc on l'indique en résultat ici. Ok, ensuite, on calcule. Alors je vous le laisse quelques instants. On calcule ensuite la valeur de RVB, cette fois. Pareil, on va dessiner le mouvement virtuel sur cet axe horizontal. Pour calculer la valeur de RVB, on remplace la liaison pivot par une liaison appui simple, et une liaison appui simple qui va permettre un déplacement vertical. Donc je vais refaire la structure ici, mais hop, je mets au niveau de B cet appui simple qui permet un déplacement vertical et qui va être contré du coup par la réaction RVB. Ensuite je rajoute donc la liaison rotule ici, et je fais tout pareil, liaison appui simple ici, appui simple au niveau de D. Okay. La rotule au niveau du point E, et l'appui simple au niveau du point A. Voilà, hop. Donc ça c'est un peu, si vous voulez, ma nouvelle structure pour laquelle, alors je vais bien indiquer, pour laquelle je vais appliquer mon principe des travaux virtuels, et pour laquelle je vais regarder comment va se mettre en place ce nouveau déplacement virtuel. Dans cette configuration-là, on a donc toujours 3 poutres. Hein. Si on fait 3P moins I moins E, on va tomber sans surprise sur 1. Et donc, on fait la même chose qu'avant. On trouve, grâce aux liaisons cinématiques, l'ensemble des infos sur les centres de rotation. Cette liaison appui simple, elle nous donne une info, pareil qu'avant, hein, sur l'emplacement possible de C1. Cette liaison rotule l'emplacement exact de C, du centre de rotation relatif entre 1 et 2. Cette liaison appui simple ici, elle nous donne l'ensemble des emplacements possibles, donc c'est une liaison entre la poutre 2 et le plan fixe, donc l'ensemble des positions possibles du centre de rotation C2, du centre de rotation absolu de la poutre 2, et donc déjà, directement, alors attendez, j'allais vous dire... Non, on va en conclure quelque chose après, mais on continue sur cette liaison rotule qui nous donne le centre de rotation relatif entre la poutre 2 et la poutre 3, entre les deux poutres qu'elles relient entre elles. Et pareil qu'avant, ici ça n'a pas changé, on a toujours le même raisonnement qu'avant, on a toujours
le centre de rotation absolu C3 qui est situé quelque part sur la droite, et quelque part sur cette droite verticale ici, et sur cette droite verticale, et donc il est à l'intersection de ces deux droites. L'intersection de ces deux droites, c'est à l'infini. Donc C3 est à l'infini. Donc on fait un premier théorème de Kennedy entre C3 qu'on connaît, C2,3 qu'on connaît également. On fait une droite entre C2,3 et C3, et C3. Cette droite, c'est la droite verticale qui passe par C2,3. Et donc sur cette droite verticale, on a forcément l'emplacement de C2. On a deux indications sur des emplacements possibles du centre de rotation absolu C2. C2 qui est quelque part sur la droite horizontale de l'appui simple, et C2 qui est quelque part sur la droite verticale au niveau du point G. Donc C2 est forcément au centre d'intersection de ces deux droites. C2 est confondu avec C2,3 du coup. Alors, de là on peut en tirer quelque chose, déjà que le fait que C2 soit confondu avec C2,3, C2 c'est C2 par rapport à 0, ça nous indique en fait que 3 c'est égal à 0, que 3 est fixe. Donc 3 est complètement fixe. C3 n'existe pas, puisqu'on a C2 qui est confondu avec C2,3. On a la valeur de C2, donc ça je peux l'effacer, ça je peux l'effacer aussi. On a la valeur de C2, l'emplacement exact de C2 et l'emplacement exact de C1 par rapport à 2. Théorème de Kennedy avec C1,2, C1 et C2. Et donc on a forcément C1 qui est quelque part sur cette droite, où ces trois points doivent être alignés. Et donc on a l'emplacement exact de C1. Grâce à ces emplacements exacts, on peut tracer le mouvement virtuel, donc un mouvement virtuel parmi ceux qui sont possibles de tracer. On a déjà C3 qui ne bouge pas, donc on ne va pas dessiner de mouvement au niveau de C3, et on a un angle du coup au niveau du centre de rotation C2. Donc on va simplement partir de ce point-là, et puis on va donner une certaine rotation à cette poutre, hop, de cette façon, avec un angle qu'on définit comme étant égal à alpha, un petit peu comme d'habitude. Au niveau de C1,2, on a une rotation relative entre les poutres 1 et les poutres 2, et au niveau de C1, on a une rotation absolue de la poutre 1 autour de ce point-là. Donc les positions possibles de la poutre 1, c'est celle-là, 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 mais on choisit celle qui fait en sorte de rejoindre la poutre 2, celle qui fait en sorte de n'avoir qu'un déplacement relatif de rotation entre les poutres 1 et les poutres 2. On a dessiné le mouvement virtuel. Ici, on a un angle qui est égal à bêta. On va calculer cet angle bêta en fonction de alpha. Alors, pour calculer la valeur de bêta en fonction de alpha, on calcule la valeur du déplacement ici, de deux manières différentes. Ce déplacement qu'on va appeler D, par exemple, D chapeau, ça va être égal à, si on prend le triangle à gauche, on a l'angle bêta multiplié par la longueur 2L fois 2L. Et si on prend le triangle à droite, on a cette fois-ci l'angle alpha fois une longueur qui est égale à 3L. Si on regarde ici, si on fait la correspondance, oui c'est ça, on arrive au niveau de l'appui simple, et là on arrive au niveau de la rotule. Du coup on a une longueur de 3L, donc on indique la valeur du déplacement qui est égale à alpha fois 3L, et donc grâce à cette équation, bêta fois 2L égale alpha fois 3L, on peut trouver directement la valeur de bêta en fonction de alpha, qui est égale à 3,5 de alpha, si on passe le 2 de l'autre côté. Donc on indique ici 3,5 de alpha. Ce qu'on fait, c'est on fait pareil qu'avant, on indique ensuite tous les déplacements qui sont vis-à-vis de certaines forces, de toutes les forces plutôt qui travaillent dans ce mouvement virtuel. Encore une fois,
l'effort Q, la charge distribuée, ne travaille pas dans cette configuration, dans ce mouvement virtuel, donc la charge Q va avoir un travail égal à 0, un travail virtuel égal à 0. Par contre, la charge extérieure F, elle va avoir une contribution qui va être positive, qui va être indiquée ici, et on va indiquer sa valeur directement. On a l'angle bêta qui est égal à 3 demi de alpha, fois la longueur, ici, qui va être égal à L. Donc on a 3 demi de alpha fois L. On a comme déplacement à indiquer le déplacement au niveau de l'appui qu'on cherche à calculer de RVB. Hein. On a ce déplacement ici. Alors on se trompe pas, hein, mais ce déplacement, il va être égal à alpha, du coup, qu'on a indiqué ici, fois la longueur entre la base du déplacement et le centre de rotation, fois la longueur L. Alpha fois L. On fait pareil qu'avant, on calcule le PTV, on calcule le travail virtuel total de ces deux forces qui travaillent du coup. Donc pour toutes les valeurs de alpha, on a le travail total qui va être égal à... Attention au signe, hein, on vérifie bien qu'on ne se trompe pas, on a une réaction RVB qui est vers le haut et un déplacement alpha L qui est vers le bas, donc on a un signe moins. RVB, oui. Moins RVB fois le déplacement, la valeur du déplacement qui est égale à alpha L. Et puis on a la force F qui travaille positivement dans ce mouvement, donc on a un signe plus. Elles sont dans le même sens, hein, la force est vers le bas, le déplacement est vers le bas, plus F fois 3 demi de alpha L, et ça, c'est égal à 0. Donc on peut directement barrer les alpha et les L de manière assez rapide. On passe le RVB de l'autre côté, et on a directement la valeur de RVB qui va être égale du coup à 3 demi de F. Comme ça. On calcule ensuite la valeur de RVC. On va faire la même chose. Alors je refais la structure une nouvelle fois, la structure qui va être transformée par le calcul de RVC. Donc ce qu'on fait pour calculer RVC, c'est qu'on retire à la structure la liaison appui simple, qu'on remplace par la force, simplement. Quand on retire la liaison appui simple, tout ce qui reste, c'est donc la liaison appui simple ici, hop, la liaison rotule, la liaison pivot, ici une liaison rotule, la liaison appui simple on l'a retirée du coup, et une liaison appui simple ici. Et on fait le déplacement virtuel de cette nouvelle structure, de ce nouveau système plutôt, qui est un mécanisme hypostatique. Alors rapidement, ce qu'on a, c'est le centre de rotation C2 directement. On va placer directement les centres de rotation qu'on connaît. On a directement C2. On a le centre de rotation relatif, pareil qu'avant, entre 2 et 3. Et puis on peut déjà appliquer le théorème de Kennedy sur C2, C2,3 et C3. On a, d'après le théorème de Kennedy, alignement de ces trois points. Hop, et au niveau de l'appui simple, on a une position possible du centre de rotation, j'indique ici C3, et le théorème de Kennedy nous dit position possible de C3 aussi. C3 est donc forcément à l'intersection de ces deux points, et on l'a ici du coup, à l'intersection, pardon, de ces deux droites, horizontale pour la droite de Kennedy et verticale pour la droite de l'appui simple. Ensuite, il nous reste à trouver C1. C1, on le trouve grâce au théorème de Kennedy également. On a C de 1 par rapport à 2, le centre de rotation relatif de 1 par rapport à la poutre 2. Et puis on a, pareil que de l'autre côté, on a C1 qui a une position quelque part sur cette droite, mais on ne sait pas où. Et puis, grâce au théorème de Kennedy, C1 qui est sur l'alignement de C1,2 et de C2.
Et donc forcément, C1 est à l'intersection de ces deux droites. Et il est ici. On a les trois centres de rotation, C1, C2, C3. On va pouvoir tracer le mouvement virtuel. Alors je vérifie juste un petit truc. Ok. Pour tracer le mouvement virtuel, on peut se dire qu'on part du coup de la poutre 2. Hein. Si je trace le mouvement virtuel à partir de la poutre 2, on va dire que... Alors je vais monter... Ah. Hop, voilà, ça me fera un peu de place. Alors je vais faire une poutre comme ça qui tourne autour de C2. Ensuite j'ai C2-3, donc j'ai une rotation relative entre les deux poutres, et je dois rejoindre le centre de rotation C3 qui est là-bas, hop, de cette manière. Et puis pareil de l'autre côté, j'ai C1-2 qui autorise un mouvement de rotation relative entre les poutres 1 et 2, donc j'ai forcément la poutre 1 qui est dans cette position. Ici mon paramètre alpha, je vais le choisir comme étant... Alors pardon, j'ai indiqué dans le mauvais sens, hop, comme étant ici, alpha. Donc alpha, je le retrouve de l'autre côté. Ok. Ensuite, alpha, je le retrouve également là-bas, puisqu'on a un triangle isocèle. On n'a pas besoin... Si j'indiquais que c'était égal à bêta, et qu'on faisait également le calcul des déplacements de deux manières différentes, je retomberais sur un déplacement qui est égal à bêta fois 2L, et de l'autre côté qui est égal à alpha fois 2L. Et du coup, ce qui me donnerait bêta égale à alpha. Donc là, j'indique directement que c'est égal à alpha, puisque je peux aussi le déterminer comme étant les deux angles dans un triangle isocèle, dans un triangle qui a deux côtés égaux, qui sont les côtés des déplacements, là qu'on voit en bas. Dans ce triangle isocèle, j'ai les deux angles de part et d'autre là qui sont égaux, qui sont donc égaux à alpha, tous deux. Par contre ici, j'ai un angle bêta qu'il faut que je calcule, puisque j'ai pas un triangle isocèle ici. Hop. Donc j'ai un angle bêta qui est de telle sorte qui va être exprimé en fonction de alpha. Donc j'ai un déplacement ici que j'exprime de deux manières différentes, hein, c'est toujours la même chose. Je l'exprime sur le triangle à gauche, donc ça va être égal à alpha. Alors j'ai mis hop, alpha fois la longueur de la base, fois L, et ça va aussi être égal, ce petit déplacement, à, si on regarde le triangle à droite, alors à bêta, fois la longueur de la base, donc fois, je me trompe pas, c'est 3L. Alors je peux supprimer les L de part et d'autre, et j'ai directement bêta qui est égal à alpha sur 3. Ok. Ensuite, je regarde les déplacements qui vont m'intéresser dans ce mouvement virtuel. Hein. Les déplacements qui m'intéressent dans ce mouvement virtuel, c'est des déplacements qui sont au niveau des réactions, des actions extérieures qui vont travailler dans ce mouvement. Donc on a la force F, on a la charge distribuée Q, et on a la réaction qu'on essaie de calculer, RVC. Donc on va indiquer les déplacements au niveau de ces trois forces, de ces trois charges extérieures. Au niveau de la force F, on descend, tac 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 comme ça, on indique le déplacement ici, dont on va donner la valeur directement, qui est égale à l'angle fois la base, alpha fois L. Ensuite, au niveau de la charge Q, on a un déplacement ici qui va nous intéresser et qu'on a déjà calculé, qui est égal à alpha fois L. Et on a un déplacement de l'autre côté. Donc si on descend au niveau de C, hop, on regarde le déplacement ici, qui va être égal à, ici on a l'angle bêta qui est égal à alpha sur 3, donc l'angle alpha sur 3 fois la longueur de la base fois 2L, donc ça va faire 2 tiers de alpha L. Et en fait la donnée de ces deux déplacements va me permettre de calculer l'aire du trapèze pour avoir la valeur du travail de la charge extérieure Q. On indique le principe des travaux virtuels directement pour toutes les valeurs de alpha
j'ai un travail virtuel qui va être égal à 0, et qui va être égal du coup... alors on prend la valeur, la charge RVC, le travail de la charge RVC dans ce déplacement, ça va être une contribution positive, puisqu'on a un travail qui va vers le haut, et une force qui va vers le haut, donc on a un signe plus, RVC fois, on avait écrit 2 tiers de alpha L. Ensuite on fera la contribution de Q après, hein, on se la garde pour après. La contribution de la force F, qui est une contribution positive également. Donc on va avoir plus F fois alpha L. Et la contribution de Q, qui est orientée vers le bas. Et ici on a une aire, on a des déplacements qui sont orientés tous vers le haut. Donc on va avoir une contribution négative. Ensuite la contribution, ce qu'on avait vu dans le cours, hein, la contribution d'une charge Q, hop, c'est la charge Q fois l'aire sous la courbe. Donc cette aire sous la courbe, c'est l'aire d'un trapèze, qui est égal à base, petite base plus grande base, donc la petite base 2 tiers de alpha L plus la grande base alpha L, fois la hauteur, donc fois la longueur L, divisé par 2. Donc Q fois, on va mettre ici toute la formule de l'aire, hein, la petite base qui va être égale à 2 tiers de alpha fois L, plus la grande base, ce qu'on a vu ici, alpha L, fois la hauteur, donc je mets tout ça en facteur et je multiplie par la hauteur du trapèze, donc ici la hauteur du trapèze, si on tourne la tête de 90 degrés, c'est la longueur L, divisé par 2, on n'oublie pas de diviser par 2. Voilà. Donc ce qu'on a entre les parenthèses, là, multiplié par Q, c'est l'aire du trapèze, indiqué en hachure verte ici. Donc, avec L sur 2. Hop, j'ai juste... Voilà. Toute cette valeur, 2 tiers de alpha L plus alpha L fois L sur 2, c'est la valeur de l'aire du trapèze. Je vais simplifier toute cette équation pour avoir la valeur de RVC directement. Donc je peux... Alors je vais passer... je vais tout réécrire, hein, de toute façon. Hop, je vais écrire... en fait, je vais simplement supprimer les alpha, déjà, qui sont en facteur de tous les éléments. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je peux supprimer aussi les L, qui sont en facteur de tous les éléments. Donc je peux le supprimer ici et là. Et là, je me retrouve avec du 2 tiers plus 1. 2 tiers plus 1, ça fait 5 tiers. D'accord, 5 tiers fois L sur 2. Alors je vais réécrire comme ça, on va pas se gourer. RVC fois 2 tiers. Plus F moins Q. On avait dit fois 5 tiers fois L sur 2. Donc fois 5L sur 6. Et on a la valeur de RVC du coup. Si on passe F et Q fois 5L sur 6 de l'autre côté et qu'on multiplie par 3,5, on a directement la valeur de RVC qu'on va indiquer là-haut, comme d'habitude, et qui va du coup être égale à, je passe F de l'autre côté, donc moins 3,5 de F, et ici c'est un signe plus, Q fois L, 6 divisé par 3, ça fait 2, Q fois 5L sur 4. Ok. Alors, on a... Je vais pas avoir le temps de vous faire l'appui RVD. Je vais simplement vous donner la solution de RVD directement. Et puis on va calculer l'effort tranchant au niveau du point P. RVD... Donc je vous donne la valeur, ça va être... si vous faites le calcul avec le mouvement virtuel, etc., vous allez trouver F sur 2
moins QL sur 4. Donc ça peut être un bon entraînement d'essayer de calculer vous-même la valeur de RVD. Si vous faites la somme, pour vérifier que vous n'êtes pas gouré, hein, si vous faites la somme de toutes les réactions, donc vous faites F sur 2 moins QL sur 4, plus moins 3 demi de F, plus Q fois 5L sur 4, plus 3F sur 2, plus F sur 2, normalement vous allez retomber sur F plus Q. Voilà, si vous pouvez vous en convaincre en faisant la somme rapidement ici. Vous avez 3 demi moins 3 demi de F, F sur 2 et F sur 2, vous allez retrouver F, et la valeur de Q, vous allez également la retrouver. Donc tous les efforts qui descendent, tous les efforts verticaux qui descendent sont égaux aux réactions horizontales qui soit remontent, soit descendent, mais en tout cas, si vous faites la somme de tous ces efforts externes, donc force extérieure plus réaction, vous allez trouver 0. Ça c'est pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. On va faire le calcul de l'effort tranchant au niveau du point P. Pour calculer l'effort tranchant au niveau du point P, on va remplacer le point P par une glissière, par une liaison glissière. Je vais le faire juste au-dessus. Donc, effort tranchant qui s'indique par V. Donc ici, calcul de l'effort tranchant, on va redessiner la structure équivalente pour calculer cet effort tranchant. Hop, on remplace le point P par une liaison glissière comme ça. Et on termine la structure avec ce petit bout de poutre ici. Ensuite, au niveau du point C, on a l'appui simple. Et c'est la seule chose qu'on va changer dans la structure. On fait la coupure, on y met une glissière, et on fait toute la structure pareil pour calculer l'effort tranchant. Donc. Au niveau du point E, ici la rotule, et là l'appui simple au niveau de ce point-là. On fait, pour les centres de rotation du coup, ce qu'on fait toujours jusque-là, hein. On va donner des noms à nos nouvelles poutres, hein. Par exemple cette poutre-là, c'est toujours la poutre 1, ça change pas, ça c'est toujours la poutre 2, mais par contre c'est la poutre 3, on a fait une coupure, donc on va appeler ce côté-là la poutre 3A, et ce côté-là, la poutre 3B. Et à chaque fois, on va donner des noms à nos nouvelles poutres. À chaque fois qu'on fait une coupure, on appelle la poutre numéro plus partie A et numéro plus partie B. On indique, comme on fait toujours, les centres de rotation. Centre de rotation de la poutre 2 qui est situé ici. Le centre de rotation entre 2 et 3A, cette fois. Le centre de rotation relatif, qui est situé au niveau de la rotule. On se trompe pas de nom, c'est ici l'emplacement possible, les emplacements possibles des centres de rotation de la poutre 3A. Ici, c'est les emplacements possibles des centres de rotation de la poutre 3B. Ok. La liaison glissière nous donne une indication sur le centre de rotation relatif entre 3A et 3B, donc qui est connu et situé à l'infini dans la direction ici perpendiculaire. Alors je vais... comment je vais indiquer? Ouais, si. Ok. Je vais indiquer ici. Là, c'est le centre de rotation à l'infini de 3A par rapport à 3B. Alors déjà avec C2, C de 2 par rapport à 3A, on peut avoir une droite de Kennedy qui passe par ces deux points et qui nous donne l'emplacement du centre de rotation absolu de la poutre 3A du coup. Et avec ces deux indices-là, ces deux droites-là, qui ont comme intersection un point ici, on trouve exactement l'emplacement du centre de rotation absolu de la poutre 3A. Ensuite, on refait le théorème de Kennedy. On refait le théorème de Kennedy avec cette fois les poutres 3A et 3B. Donc on regarde C3A, qu'on connaît, qui est situé
en ce point-là au niveau de l'appui simple, et on regarde le centre de rotation relatif 3A par rapport à 3B, et le centre de rotation absolu 3B. Donc on peut faire la droite de Kennedy qui relie C3A et C3A par rapport à 3B, donc qui est quelque part sur cette droite du coup, puisque C3A par rapport à 3B est à l'infini dans cette direction, et on a donc l'emplacement exact C3B. On regarde ce qui se passe de l'autre côté, mais ça va être à peu près pareil qu'avant, hein. On a toujours le centre de rotation C1 par rapport à 2, et on a les emplacements possibles de C1, qui vont être quelque part sur cette droite, la droite de Kennedy entre C1 et C2, qui va être cette droite horizontale, et qui donne l'intersection de C1, l'intersection des deux droites d'emplacement possible de C1. Et donc on a l'emplacement exact de C1. On dessine un mouvement virtuel de cette structure, on fait tourner les droites autour des centres de rotation absolus. Donc on a le centre de rotation absolu C3A, qui va... je vais paramétrer ça comment? Ouais, je vais faire comme ça. Centre de rotation absolu C3A qui fait tourner cette droite ici. On a une liaison glissière ici, donc on fait bien attention à faire une droite parallèle. Pas très parallèle ma droite. Une droite parallèle, une poutre parallèle, une poutre 3B bien parallèle à 3A, pardon, à la poutre 3A, puisque une liaison glissière ne permet aucun mouvement de rotation relative entre les deux poutres. Donc comme elles étaient parallèles au début, bah forcément elles restent parallèles à la fin. Pendant n'importe quel moment du mouvement, elles doivent toujours rester parallèles. Donc ce petit angle alpha qu'on voit ici, on le retrouve, hop, de l'autre côté. Zoomer un petit peu. J'ai indiqué l'angle alpha ici du coup. Hop, voilà. Et donc l'angle on le retrouve de l'autre côté. Et on arrive à tracer... C'est un peu toujours la même chose dans l'exo, hein, mais on arrive à tracer l'ensemble du mouvement. Alors, là, le tracé n'est pas très précis, mais ici, on a bien un triangle isocèle, hein, on a bien une longueur L ici, et une longueur L ici aussi. Donc ce triangle est bien isocèle, donc on a bien l'angle alpha qui se retrouve là, et donc également de l'autre côté. Et ici, on a aussi un triangle isocèle, donc un angle alpha. On indique les déplacements qui nous intéressent, c'est-à-dire on regarde les forces extérieures, donc on a la force F toujours, qui travaille dans n'importe quel mouvement, hein. La force F qui travaille dans ce déplacement virtuel de manière à avoir un déplacement alpha fois la longueur de la base L. Ensuite on a la charge Q qui va travailler donc qui va faire travailler l'aire de déplacement ici, mais on va calculer ce déplacement qui va être égal à L fois alpha. Et donc l'aire indiquée en vert sera à calculer pour trouver la valeur du travail de Q dans ce déplacement. Si nous devions calculer l'effort tranchant à D, alors, c'est une bonne question, mais l'effort tranchant en D, si on réfléchit bien, c'est exactement la même chose que la réaction RVD. Et en fait, l'effort tranchant au niveau d'une force ou au niveau d'un appui n'a pas vraiment de sens, puisqu'on a un changement d'effort tranchant qui n'est pas continu. On verra ça dans les diagrammes, mais on calcule toujours des efforts tranchants au milieu des poutres, là où il n'y a pas de force qui s'applique, et là où il n'y a pas d'appui, donc il n'y a pas de réaction non plus qui s'applique. Par contre, on peut calculer un moment fléchissant au niveau du point D, au niveau du point H, au niveau de là où s'appliquent des efforts ou des réactions. Je finis rapidement sur ce calcul-là. Pour l'effort tranchant, donc on applique le principe des travaux virtuels. Alors j'indique aussi la convention de l'effort tranchant qui consiste à faire donc indiquer ici l'effort tranchant V et ici aussi, qui travaille donc
chacun d'entre eux dans un déplacement différent. Ici, le déplacement à gauche va être égal à alpha fois la longueur L plus L sur 2 fois 3L sur 2. Un petit peu chargé comme dessin. Et la longueur à droite qui travaille dans un déplacement qui va être égal à... Je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, déplacement à gauche, alpha fois 3L sur 2, et la longueur à droite, qui va avoir un déplacement du coup de alpha fois L sur 2. Et donc le calcul, le principe des travaux virtuels qu'on applique sur toutes ces forces et tous ces déplacements qu'on vient d'indiquer. Hop, donc on a pour toutes les valeurs de alpha le travail total qui va être égal à donc V fois le déplacement alpha fois 3L sur 2. Plus V fois alpha L sur 2. Par convention, hein, on voit que V est dans le même sens que le déplacement qu'on a choisi, donc on met les signes plus. V fois alpha L sur 2. Ensuite, on a la force, la charge Q qui travaille sur ce déplacement, donc on indique l'aire de ce triangle, l'aire de ce triangle qui est égal à base fois hauteur divisé par 2, L alpha fois L divisé par 2. Donc on fait Q. Alors on a par contre une charge distribuée qui est vers le bas et des déplacements, une aire qui monte vers le haut. Donc on a un signe moins, puisqu'on a opposition de la charge distribuée par rapport à l'aire dans ce mouvement-là, moins Q L carré, j'ai oublié le alpha, L carré sur 2. Et enfin la force F qui travaille dans le même sens que le déplacement alpha L. Voilà. Ici, c'est égal à 0, d'après le principe des travaux virtuels. On peut supprimer la valeur alpha, la valeur L partout également. Hop, on ne se trompe pas ici, hein, c'est un L carré qu'on a ici, devant le Q. Donc on ne supprime pas complètement les L. Ensuite, V fois 3 demi plus V sur 2, ça va faire 4 demi de V, donc ça va faire 2 fois V. Et donc on va avoir 2 fois V, je vais l'écrire, hein. 2V va être égal à, en passant ça de l'autre côté, QL sur 2 moins F, ce qui nous donne la valeur finale de V au niveau du point P. Hein. Je vais l'indiquer ici, VP. Voilà. V au niveau du point P, qui va être égal à QL sur 4 moins F sur 2. Voilà, on a un peu dépassé, mais vous voyez que à chaque fois remplacer la glissière pour calculer, faire une coupure au niveau d'une poutre, faire une poutre 3, une poutre 3B et ajouter une glissière, ça va pas de soi, il faut redessiner tout le mouvement à chaque fois. Et donc ce qu'on va voir pour la prochaine fois, c'est une manière, on va dire, un peu intuitive, une manière un peu plus simple de tracer ce qu'on appelle le diagramme de l'effort tranchant, et du moment fléchissant après, sur toute la poutre, et de ne pas devoir calculer en chacun des points de la poutre, de devoir seulement calculer en certains points de la poutre les valeurs des efforts tranchants, mais d'avoir directement une idée de ce à quoi va ressembler le profil des valeurs des efforts tranchants sur toute la poutre. Parce que l'intérêt de calculer l'effort tranchant, c'est de trouver l'effort tranchant maximal de la poutre pour savoir où est-ce qu'elle est le plus sollicitée. Je vous laisse là-dessus. On a un petit peu dépassé, je suis désolé sur l'horaire, mais voilà, l'intérêt c'était de calculer d'un bout à l'autre cet effort tranchant. Et puis on se retrouve donc pour le TD dans quelques dizaines de minutes. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine séance du coup. Merci de votre attention et bonne journée.